À environ 2 heures, le 23 mars 2005, les opérateurs de l'unité d'isomérisation ont commencé à introduire des hydrocarbures hautement inflammables dans la colonne de séparation du raffinat. Dans le cours de l'exploitation normale, seulement environ 6 pieds et demi de liquide doivent se trouver au fond de la colonne. Près de la base de la colonne, un indicateur de niveau mesure la quantité de liquide à l'intérieur et transmet cette information à la salle de commande. Toutefois, l'indicateur en question n'était pas conçu pour mesurer tout le liquide au-dessus de la barre des 10 pieds. Au-delà de ce niveau, il était impossible pour les opérateurs de savoir quelle quantité de liquide se trouvait dans la colonne et de prendre conscience du danger. Une alarme d'indication de niveau élevé a retenti dans la salle de commande au moment du trop-plein, mais la deuxième alarme redondante ne s'est pas déclenchée. Vers 3h30, on a interrompu l'alimentation. L'indicateur de niveau signalait alors que les premiers 10 pieds de la colonne étaient remplis de liquide. Nous savons maintenant que les données de cet indicateur n'étaient pas exactes et que la colonne était en fait remplie au-delà de l'intervalle de lecture sur l'indicateur, soit à environ 13 pieds. Vers 9h50, les opérateurs ont commencé à faire circuler la charge d'alimentation et poursuivi l'ajout de liquide dans la colonne déjà pleine. Même si on introduisait du liquide dans la colonne, aucun liquide n'en sortait conformément aux procédures de démarrage. Le robinet de régulation de l'écoulement du liquide à la sortie était resté fermé. 10 minutes plus tard, à environ 10 heures, les opérateurs ont allumé les brûleurs des fours pour commencer à chauffer la charge d'alimentation conformément au processus habituel. À l'insu des opérateurs, le liquide a continué de s'accumuler dans la colonne, atteignant 20 fois le niveau habituel. Le niveau aurait atteint 138 pieds, alors que l'indicateur défectueux affichait moins de 10 pieds. Aux environs de 12h40, un avertisseur de haute pression s'est déclenché. 2 brûleurs ont été fermés pour réduire la température. Le robinet de régulation de la pression indiqué dans les procédures ne fonctionnait pas. Un opérateur a donc utilisé une vanne manuelle pour évacuer les gaz dans le réservoir de purge et dans l'atmosphère. À environ 13 heures, les opérateurs ont ouvert la vanne pour acheminer vers les réservoirs le stockage de liquide se trouvant au bas de la colonne. Cette mesure aurait dû améliorer la situation de la colonne. Toutefois, le liquide au bas de la colonne était très chaud et son passage dans l'échangeur de chaleur a soudainement fait passer la température de la charge d'alimentation introduite dans la colonne à plus de 150 degrés. Vers 13h05, le liquide arrivant dans la colonne a commencé à bouillir et à prendre de l'expansion, ce qui a eu pour effet de relever davantage le niveau de la colonne. À 13h10, la colonne a commencé à déborder dans les conduites du haut. Le liquide s'est accumulé dans les conduites verticales, exerçant ainsi une grande pression sur les soupapes de sûreté situées à 150 pieds plus bas. À 13h14, les 3 soupapes de sûreté se sont ouvertes et le liquide a commencé à s'écouler dans le réservoir de purge à l'autre extrémité de l'unité d'isomérisation. Une partie du liquide débordant du réservoir de purge s'est écoulée dans une conduite d'égout. Cependant, l'alarme de haut niveau du réservoir de purge ne s'est pas déclenchée. Le réservoir de purge s'est rempli complètement et les gens présents ont vu un véritable geyser jaillir du haut de la cheminée du réservoir de purge. L'éruption a duré environ 1 minute. En retombant sur le sol, le liquide a créé un gros nuage de vapeurs inflammables. Ce modèle montre sur quelle distance le nuage de vapeur s'était étendu après seulement 1 minute. À 13h20, le nuage s'est enflammé, causant une série d'explosions. On croit que le nuage de vapeur aurait été enflammé par une camionnette diesel stationnée à 25 pieds du réservoir de purge. La simulation par ordinateur suivante montre comment l'onde de choc se serait déplacée après que le nuage s'est enflammé. L'onde voyage de plus en plus vite à mesure qu'elle traverse l'unité d'isomérisation, causant beaucoup de dommages et allumant d'autres incendies. Nous voyons ici le secteur où 2 remorques ont été détruites et où 15 employés contractuels ont perdu la vie. Cette vidéo tournée par la station KHOU de Houston montre l'unité d'isomérisation toujours en flammes après l'explosion. Vous pouvez voir la cheminée d'évacuation qui laisse toujours échapper des flammes à mesure que les hydrocarbures sont rejetés.
Plusieurs véhicules ont pris feu par la suite. Plus de 50 grands réservoirs de stockage de produits chimiques ont été endommagés. Les pompiers ont travaillé d'arrache-pied pour venir en aide aux blessés et retrouver les personnes manquantes. L'enquête du Chemical Safety Board visant à déterminer la cause fondamentale de l'incident a été amorcée le jour suivant.